Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais faire la suite du cours numéro 1 pour les capteurs. Donc, c'est pour le master 2, instrumentation industrielle. Donc, c'est pour le module capteur intelligent, instrumentation industrielle. Donc, aujourd'hui, on va voir les capteurs à effet piézoélectrique. Donc, pour l'effet piézoélectrique, généralement, une force appliquée à une lame de quartz induit une déformation qui donne naissance à une tension électrique. Donc, voici la tension entre A et B. Donc, ces deux sont la force ou la force qui fait un boulot. D'accord. Donc, pour les capteurs de force, donc, voici le schéma. Donc, j'ai le métal, le quartz, la force, deuxième force. C'est la réaction, c'est bon, c'est la réaction du support. Et nous avons l'amplificateur et la mise en forme. Et à la fin, on aura le signal de sortie. Sachant que la tension Vs de sortie sera proportionnelle à la force. Donc, Vs égale à K fois F plus F, donc est égal 2 fois K fois F, sachant K c'est une constante. Donc, pour les capteurs de pression, la définition, nous avons lorsqu'un corps, soit un gaz, liquide ou bien solide, exerce une force grand F sur une paroi grand S, c'est la surface. On peut définir la pression P exercée par ce corps avec la relation ci-dessous. Donc, nous avons P qui est égal à grand F sur S avec les unités. 1 pascal, c'est 1 newton sur 1 mètre carré, ou bien 1 pascal égale 1 newton sur 1 mètre carré. Donc, là, c'est l'abréviation. Sachant que 1 kg, c'est 9,81 newton. Donc, pour les unités, on dit 1 bar, c'est 10 à la puissance 5 pascal, donc c'est 100 000 newton par mètre carré. À peu près, c'est 10 000 kg par mètre carré. À peu près, c'est 1 kg par centimètre au carré. Nous avons que le Nous avons que le capteur de force est inséré dans la paroi d'une enceinte où règne une pression P. Une face du capteur est soumise à la force grand F. Donc la pression P et l'autre face est soumise à la force F0. Donc c'est la pression extérieure P0. Donc ça c'est l'enceinte à la pression P. Donc, c'est la force F, grand F et F0. Ça, c'est le capteur de force de surface grand S où ils sont reliés à travers un amplificateur pour avoir le signal de sortie U de S. Sachant que grand F, c'est P fois la pression fois la surface. F0, c'est la pression P0 fois la surface. Et le signal de sortie ou la tension de sortie, c'est K par F plus F0. Donc, ça, c'est pour le capteur de force. K, c'est une constante. Donc, on aura U de S égale à K par S fois P plus P0 égale à K' fois P plus P0. Donc, automatiquement, U de S égale à K' fois P plus P0. Donc, il s'agit ici d'un capteur de pression qui mesure la somme de la pression extérieure P0 et de la pression de l'enceinte P. Donc, quatrièmement, on va voir les capteurs d'accélération, sachant que la force grand F exercée par la masse sur le capteur, donc grand F, là on dit le capteur de force, c'est la tension US en sortie, là on dit la masse petit m suspendue, et là on dit la tension V. Donc on dit l'augmentation de vitesse, la vitesse V, tel véhicule, donc qui transporte le capteur d'accélération, il va donner une accélération petit a, qui induit une force grand F exercée par la masse sur le capteur. Donc, je rendis la formule, F égale à la masse fois l'accélération, sachant que US, c'est 2kF, donc automatiquement U de S égale à 2 fois K par M par A. Cinquièmement, on a les récepteurs à ultrasons. Donc, nous avons que la réception d'un son engendre une variation de pression à la surface du récepteur,
Un capteur de pression sur cette surface donnera donc une tension, image du signal ultrasonore. Donc, راح نشوفوا les capteurs à efféole. Donc, نبداو نعرفوا شنو هو l'efféole ça. Nous avons qu'un barreau de semi-conducteur soumis à un champ magnétique uniforme grand B est traversé par un courant grand T qui est le siège d'une force électromotrice U de H sur deux de ses faces. Donc, nous avons la tension de Hall U de H est définie par la relation ci-dessous. Donc, nous avons U de H, c'est la résistance R de H fois I fois B sur E. Donc, je vous mets E, B, E. RH, c'est la constante de Hall. Elle dépend du semi-conducteur utilisé. Nous avons grand I, c'est l'intensité de la source de courant. Donc, grand I, c'est l'intensité de la source de courant en ampères. B, c'est l'intensité du champ magnétique en Tesla. E, c'est l'épaisseur du barreau de silicium. Si on maintient le courant grand I constant, donc on aura une tension E de H proportionnelle au champ magnétique. Donc, U de H, c'est la constante K fois B. K, c'est une constante égale à RH fois I sur E. D'accord? Donc, ce sont des constantes. Donc, quand on voit les capteurs de champ magnétique, nous avons que la structure typique d'un capteur de champ magnétique est la suivante. Donc, j'ai l'entrée un générateur de courant constant. Donc, automatiquement, on va générer le courant I qui passe à travers un capteur Hall. À la sortie, j'aurai la tension U de H. À travers un amplificateur. De telle façon, on va US lié à grand A fois UH. D'accord? L'amplificateur, il va amplifier. Le nom Théo. Donc, nous avons la sensibilité de ce capteur pourra être ajustée en agissant sur I, donc sur le courant et sur le facteur d'amplification grand A. Nous avons d'autres applications, c'est les capteurs de proximité. Donc, nous avons un capteur de champ magnétique et un aimant, donc fait le nord ou le sud, le nord bleu rouge au sud en bleu. J'ai que le capteur détecte l'approche de l'aimant placé au préalable sur un objet. Donc, nous avons la mesure de l'intensité d'un courant électrique sans ouvrir le circuit. Donc, nous avons le conducteur parcouru par un courant grand I. Donc, nous avons l'entrefer, le capteur de champ magnétique, le tore de métal de perméabilité mu, sachant que le courant I crée un champ magnétique proportionnel à ce courant. Donc, automatiquement, j'aurai B, grand B égale à mu, fois le courant I sur 2pi fois petit r, le rayon. C'est un cercle. Donc, on a le capteur dans une tension U de S qui est égale à K fois B est égal à K' fois I, sachant que K et K' ce sont des constantes. Donc, c'est le principe des pinces ampères métriques. Donc, c'est la mesure de fort courant de 1000 ampères et plus. Maintenant, quels sont les avantages? Nous avons plus de détérioration des ampèremètres classiques. Pas de danger car le fil reste isolé, donc pas besoin d'ouvrir le circuit. Et nous avons la rapidité d'intervention. Les capteurs de proximité, bien sûr. Donc, cinquièmement, les capteurs à effet photoélectrique. Donc, l'effet photoélectrique. Donc, nous avons un semi-conducteur, c'est un matériau pauvre en porteur de charge électrique, donc c'est pour l'isolant. Lorsqu'un photon d'énergie suffisante excite un atome du matériau, celui-ci libère plus facilement un électron qui participera à la conduction. Donc, je fais les photorésistances. Une photorésistance, c'est une résistance dont la valeur varie en fonction du flux lumineux qu'elle reçoit. Exemple, l'obscurité d'alam, donc la valeur de R0, c'est 20 mégaohms, donc 0 luc. La lumière naturelle, donc R1 égale à 100 kiloohms, 500 luc. Lumière intense R2 égale à 100 ohms, donc égale à 10 000 luc. Donc, voici la courbe, la relation entre E ou la résistance. Quels sont les avantages? Donc, une bonne sensibilité.
عندهم un faible coût et robustesse. Les inconvénients, c'est que le temps de réponse elle est élevé, la bande passante elle est étroite, elle est sensible à la chaleur. Donc l'utilisation, c'est la détection des changements obscurité-lumière, donc l'éclairage public. Et troisièmement, nous avons les photodiodes. Donc, une photodiode, c'est une diode dont la jonction PN peut être soumise à un éclairement lumineux. Donc, nous avons la courbe, le graphe I égale à FU pour une photodiode dépend de l'éclairement de la jonction PN. La courbe on a le photodiode I en fonction du tension U. Donc, le noir, on a l'obscurité, donc on a la diode, elle est normale. La courbe bleue, j'ai l'éclairement moyen de 500 lux. Donc, le rouge, on a l'éclairement fort de 10 000 lunes. Donc, on se constate que lorsque la diode est éclairée, elle peut se comporter en générateur. Donc, automatiquement, le courant égale à 0. Donc, automatiquement. Donc, la tension égale à peu près à 0,7 volts pour 1000 lunes. On a donc affaire à une photopile, donc on appelle ça, c'est le photovoltaïque. Les avantages, c'est qu'ils sont bons, ont une bonne sensibilité, ont un faible temps de réponse, donc la bande passante, elle est élevée. L'inconvénient, c'est le coût plus élevé qu'une photorésistance et nécessité d'un circuit de polarisation précis. L'utilisation, c'est la transmission de données. Donc, nous avons l'émetteur lié à la diode IR. Donc, la sortie, on dit le rayon lumineux ou bien la fibre optique. Et le récepteur, c'est le photodiode. La télécommande IR, infrarouge, la transmission des données par fibre optique et aussi la détection de passage. Donc, c'est le domaine de transmission de données. Deuxième domaine, la roue coudeuse. Donc, un l'émetteur, ce sont des LED et le récepteur photodiode. C'est la mesure d'angle et de vitesse. Le comptage d'impulsion. Donc, par exemple, on le souris d'un PC. Maintenant, on va voir les capteurs à résistance variable par déformation. Donc, on va commencer par les capteurs potentiométriques de déplacement. Le principe, donc, pour mesurer la position d'un objet, il suffit de relier mécaniquement au curseur C d'un potentiomètre. Donc, nous avons le schéma ci-dessus. Donc, on dit la résistance reliée entre deux bornes A et B, la position A, la position 0, donc la position 1, c'est le max, la position 0, c'est le min. وعندي une position X نسميها تكون محصورة بين 0 وال 1. دونك لهنا في الديفيزور دو كورون هذا دونك تعرفوه كله عدى عليك من قبل. دونك كي تكون لا فالور الاولى تاع البوتنسيومتر X فوا R الاخرى راح تكون 1 moins X par R. داكوغ كي نحسب لا tension U. Maintenant, si on va appliquer une tension continue E entre les extrémités grand A et grand B du potentiomètre, on aura la tension U en sortie, c'est l'expression suivante. Donc, U égale à E par XR sur grand R est égal à X par E. La tension U en sortie est donc proportionnelle à la position X du curseur. Les avantages dans les capteurs potentiométriques à domaine de déplacement, une simplicité d'utilisation et un faible coût. Mais l'inconvénient, c'est que l'usure mécanique, c'est l'utilisation des conseillers dans les asservissements très dynamiques. Donc, pour l'utilisation, c'est les mesures de déplacement rectiligne. Donc, c'est des potentiomètres rectilignes. La mesure d'angle de rotation, donc nous avons les potentiomètres rotatifs monotours ou multitours. Troisièmement, la mesure de débit de fluide. Donc, le débit du fluide exerce une force sur un clapet relié au curseur d'un potentiomètre. Donc, la tension en sortie du potentiomètre augmente avec la vitesse d'écoulement. Donc, on a le fluide, pardon. Là, on a la piste résistive, on a le curseur qui indique la position et avec un ressort de rappel, il rejoint la position T, d'accord?
Deuxièmement, les capteurs à résistance variable par déformation, les capteurs à jauge d'extensiométrie. Le principe, c'est que la résistance d'un conducteur est donnée par la relation, donc R égale à ρ par 1 sur S. S, c'est la surface en mètres carrés. L, c'est pas 1, pardon, donc c'est ρ fois L sur S. L, c'est la longueur en mètres et ρ, c'est la résistivité en ohm par mètre. Nous avons que la déformation du conducteur, donc modifier la longueur petit l, entraînant une variation de la résistance grand R. La relation générale pour les potentiomètres, les conducteurs est donnée par la relation delta R sur R0 est égal à K par delta L sur L. Sachant que K, c'est le facteur de jauge. Maintenant, on va voir le fonctionnement d'un jauge simple. La jauge est constituée d'une piste résistive collée sur un support en résine. Le tout est collé sur le corps dont on veut mesurer la déformation. Donc, on dit le corps fait le repos, pas d'allongement. Donc, nous avons la résistance mesurée R0. Donc, voici la longueur petit l. On dit la longueur, on a la résistance mesurée. On appelle ça le blanc sur le support. Là, le rouge sur le corps déformable. Et ici, on appelle ça les pistes résistives. Donc, le corps, le repos, pas d'allongement, d'accord? Mais quand on a un corps et on subit un étirement, donc c'est un effort de traction, la résistance mesurée, c'est R0 plus delta R. Donc, on a des forces خارجة forces داخلة. La longueur L, tout lit L plus delta L. Donc, nous avons le pièce qui تمدد به. Dans le cas d'une contraction, la résistance de Gauge serait moins R0 moins delta R. Donc, هنا كي راح يتمدد راح نزيدو تولي بالبلس كي راح يتقلص يصغر راح نديرو لو موان tout simplement. Troisième CSC, ou le conditionneur de signal, on appelle ça le pont de Watson. Donc, هذا عدى عليكم الكل في الإلكترونيك. Donc, قريتوا عليه وشفتوه قبل. La jauge étant un composant purement résistif, il faut l'associer à un circuit électrique pour obtenir une tension image de la déformation. Nous avons que le circuit souvent utilisé appelé pont de Watson, il est constitué d'un générateur de tension associé à 4 résistances, dont une est la jauge, c'est le schéma ci-dessous. Donc, on dit R0 variable, c'est la résistance réglée à la valeur ou la valeur R0. Dans la jauge, fait le repos. Donc, R0 plus delta R ou jauge. Là, on dit RR, ce sont des résistances quelconques, mais elles sont identiques. Donc, on aura la tension de sortie vite à le pont. On a l'expression suivante. Donc, V égale à E, la tension d'entrée multipliée par R0 plus delta R, sur la sente R0 plus delta R, moins R sur R plus R. Donc, on fait les diviseurs de tension courant في l'électronique. D'accord? Donc, on les formules normales qui m'ont fait donc, tu dis E fois R0 plus delta R sur 2 fois R0 plus delta R moins 1 demi. Donc, c'est égal à E fois le maqamet tout simplement. 2R0 plus 2 delta R moins R0. 2R0 moins delta R sur 4R0 plus 2 delta R. Donc, automatiquement, la tension V, E par delta R sur 4 fois R0 plus delta R. C'est pour ça que les résistances, c'est des résistances quelconques. بصح لازم يكونوا identiques, c'est que من بعد راح يتسامبليفيو ويتنحاو خلاه من لا فورمول وتولي عندهم حتى علاقه في الحساب تاعنا, d'accord. Donc en général la variation delta R est petite devant R0. Donc la relation se simplifie alors pour devenir quasi linéaire. Donc nous avons V égale à E fois delta R sur 4R0. Donc, la remarque numéro 1, on peut améliorer la sensibilité et la linéarité du dispositif en utilisant un pont à 2 résistances et 2 jauges symétriques, donc R0 plus delta R.
et R0 moins delta R. Donc, il est même possible d'utiliser un pan à 4 jauges symétriques pour avoir une parfaite linéarité. عندي les capteurs de température. On va commencer par le thermomètre à thermocouple. Donc, là, T1, c'est la température extérieure T1. Donc, on a un métal A et métal B. On le soudure à une température à mesurer liée à T2. Donc, on va constater que si la température T2 est différente de T1, alors il apparaît une tension U aux bornes de deux fils soumise à la température T1. Le phénomène inverse est aussi vrai. Si on applique une tension, alors il y aura un échauffement ou un refroidissement au point de liaison des deux conducteurs. Donc, on appelle ça un module à effet Peltier. Donc, oui, appliquer des capteurs thermomètre à thermocouple fait les mesures des hautes températures, les varient de 900 jusqu'à 1300 degrés Celsius. Deuxième type de capteur de température, les le thermistance. Une thermistance est un composant dont la résistance varie en fonction de la température. En première approximation, nous avons que la relation entre résistance et température est la suivante. Donc, nous avons Rθ égale à R0 fois 1 plus Aθ. Rθ, c'est la résistance à la température θ. R0 est la résistance à la température 0 degré Celsius. A, c'est le coefficient de température. Nous avons une remarque, c'est A supérieur à 0. Alors, on a une thermistance CTP. Lorsque R augmente, quand nous avons la résistance augmente lorsque θ augmente. Mais pour petit a inférieur à 0, on a une thermistance CTN. R diminue quand θ diminue. L'utilisation, on insère la thermistance dans un pan de jauge. On obtient ainsi une tension V en sortie du pan, V égale à K fois θ moins θ0. Si on en prend θ0 égale à 0 degrés Celsius, on obtient V égale à K fois θ. On peut aussi alimenter la thermistance avec un générateur de courant. La tension à ces bornes sera donc proportionnelle à la résistance. Toujours avec les capteurs de température, troisième type, c'est les capteurs à sortie numérique directe. Donc, on trouve actuellement sur le marché des capteurs de température à sortie numérique directe de type ciré. Il s'agit notamment des capteurs DALA qui sont classés en deux catégories. Donc, nous avons les capteurs à sortie 12C, c'est-à-dire un de deux fils. Le modèle, c'est DS 1621. Donc, un de 8 pins, DIP de 300 milli. Donc, on a la masse, toute le SDA, la VDD, A0, A1 et A2. Donc, ce capteur DS 1621 peut mesurer une température qui varie de moins 55 degrés Celsius à plus 125 degrés Celsius avec une précision de 0,5 degrés Celsius. Donc, pour transmettre la mesure 9 bits, il utilise la norme 12I2C, qui consiste à transmettre en série les bits de mesure sur la ligne SDA en synchronisation avec la ligne SCL. Donc, c'est l'horloge. On appelle ça l'horloge. Donc, voici un tableau résumé comme les températures par rapport à les data, la relation chip. Donc, on a la température 125 par exemple. Voici la sortie en binaire et la sortie en hexa, moins 55, la sortie en binaire et la sortie en hexa. Nous avons que le DS 1621 possède aussi d'autres fonctions. Elle est adressablement physiquement sur 3 bits, donc un des A0, A1 et A2, ce qui permet d'en utiliser 8 sur la même ligne. Le SDA-SCL, il possède une fonction thermostat qui permet de commander un chauffage. Donc, la température T haute et T basse par l'intermédiaire de la ligne T
out, même lorsque le capteur est déconnecté du matériel informatique. Comme deuxième type de capteur à sortie numérique, on a les capteurs 1 wire ou e-button. Donc, on a un fil, c'est le DS1880, le branchement est. Donc, ce capteur DS1820 peut mesurer une température qui varie de moins 55 degrés Celsius à 125 degrés Celsius avec une précision maximale de 0,125 degrés Celsius. Donc, pour transmettre la mesure, donc, on a la résolution réglable de 9 à 12 bits. Elle utilise la norme e-button qui consiste à transmettre en série sur un seul fil le résultat de la mesure. Donc, nous avons la ligne VD peut être connectée à la masse GND et la ligne DQ supportera à la fois l'alimentation et la transmission des données dont l'appellation 1 wire. Il suffit donc de deux fils DQ et GND pour alimenter et communiquer avec ce capteur. On a un tableau, les résumés, par exemple, il y a la température ou l'équivalent du signal de sortie en binaire et en hexa. Sachant que le DS1621, le capteur a sorti I2C, a aussi d'autres fonctions. Il est doté d'une adresse numéro de série affectée en usine et définitive. Il est codé sur 8 octets, ce qui permet d'utiliser en théorie un très grand nombre de DS1820 sur la même ligne. Une alarme de température peut être paramétrée et la consultation de celle-ci se fait par la lecture d'une zone mémoire ou bien une adresse donnée. Donc, là, c'est à la fin, on à la fin, on dira un petit résumé. Un capteur transforme généralement une grandeur physique en une autre grandeur électrique. C'est bon, la relation grandeur physique en relation grandeur électrique est souvent linéaire. Donc, les capteurs résistifs sont souvent utilisés de deux façons, soit pour alimenter à courant constant, donc c'est la tension proportionnelle à la résistance, ou bien placés dans un pont de jauge, donc la tension elle est quasi proportionnelle à la résistance, et on trouve de plus en plus des capteurs à sortie numérique directe. Donc, une remarque, il est important de connaître les principes des phénomènes physiques liés aux capteurs. Donc, là, on est à la fin du chapitre numéro 1. Donc, c'est une petite introduction à les capteurs d'une façon générale avant de passer les capteurs intelligents. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons le capteur intelligent. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.